Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce soir, ce n'est pas la verve qui manque, mais je me sens submergé par un vent désinvolte et donc je serai amené, peut-être bien, à parler avec plus d'aisance. Lors de la séance précédente, je vous avais promis ma définition du makhzen. Eh bien voilà. Introduction, page 20. Complot pacifique contre le sous-développement. Nous avons beaucoup de chance d'avoir le makhzen au Maroc parce que c'est la seule chose qui nous unisse vraiment. Cette horrible chose invisible qui se nourrit de la grande tristesse qu'il cause au peuple. Cette masse virtuelle et pourtant gluante et flasque qui a besoin de s'emparer des esprits humains pour agir, pour exister matériellement. Oui, nous pouvons considérer que le makhzen est un démon aux multiples facettes qui habite les corps des Marocains qu'il arrive à posséder, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à avoir été possédés. Je propose de continuer à décrire le mal avant de lancer un avis de recrutement ciblé d'exorcistes chevronnés, capables de chasser le diable, tout désigné par consensus national, le makhzen. Ah bon? Dans ce cas, comment peut-il y avoir consensus national si le makhzen a réussi à s'emparer des esprits marocains? Un peu de logique ne ferait de mal à personne, surtout pas à vous qui lisez cet écrit avec beaucoup d'attention. Explication. Tout esprit de nature opposée à l'invasion en général, il est doté des mécanismes qui lui permettent de refuser la subjugation. C'est pour ça qu'il y a le jugement dernier. Tout individu est libre de ses choix dans la mesure de ses capacités à résister au mal, c'est-à-dire dans la mesure du possible. L'originalité de l'esprit marocain, c'est qu'il ne s'avoue jamais vaincu. Dès lors qu'il n'a plus la possibilité de se battre, il recourt à la ruse. Or, face au makhzen, le seul artifice que l'esprit marocain a trouvé possible, c'est, tenez-vous bien, l'hypocrisie. Oui, l'hypocrisie. C'est grâce à cette qualité que les Marocains ont gardé leur âme. C'est baroque ce que je vous dis, je sais, mais gardons notre calme malgré tout. Bien, c'était une toute petite partie de la grande introduction du complot. Mais étant donné que le sujet ce soir, c'est le makhzen, passons. La définition avait surtout été consignée dans mon livre « Paroles de Caïd ». C'est un livre que j'avais publié en 2005. Bien évidemment, le complot, comme j'avais expliqué au tout début, dans la première séance, c'est l'accomplissement de tout un travail et de tout un ensemble de publications. Voilà. Alors, c'est pas la première fois, puisque c'est moi qui ai écrit le livre. Mais ça fait un bail que j'ai pas repris entre les mains cet exemplaire. Dédicace à toutes les âmes chastes, aux pourfendeurs du mal, à tous les hommes dignes, à tous les musulmans. Note de l'auteur, parole de Caïd. Malgré tous les propos que je tiens dans ce livre, le makhzen ne pourra m'ériger en opposant vis-à-vis du roi. J'opposerai à toute tentative dans ce sens le fait que Sa Majesté le roi, l'initiateur du nouveau concept d'autorité, soit lui-même engagé dans le combat contre ce même makhzen désuet, corrompu
et corrupteur, antique et féodal. Bien sûr, je parle du roi Mohammed VI. Nous sommes en 2005. Et en ça, je crois, malgré le Daïr numéro 57 de 1 du 4 décembre 2003, aux effets rétroactifs signés par le Premier ministre Driss Jetto en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. En fait, bon, j'ouvre une petite parenthèse ici. Le Daïr avait été signé par M. Driss Jetto, mais en fait, le Daïr avait été préparé par Sharqi Dress, qui était directeur responsable des agents d'autorité au ministère de l'Intérieur. Sharqi Dress avait signé d'abord le Daïr. Il avait envoyé à la primature et qui avait été signé bien plus tard par M. Driss Jetto lorsqu'il était devenu Premier ministre. À l'époque, il n'était pas chef du gouvernement parce que cette appellation est venue avec la nouvelle constitution. Donc ici, nous nous situons dans l'ancienne constitution. M. Sharqi Dress avait signé ce Daïr, c'était donc une proposition de radiation, et qu'il avait envoyé à son ministre, M. Driss Jetto, parce qu'à l'époque, M. Driss Jetto, il était ministre de l'Intérieur. M. Driss Jetto ne l'avait pas signé lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais bien plus tard, lorsqu'il était devenu Premier ministre, il avait signé. Bon, en tout cas, sa signature apparaît dans le Daïr. J'objecterai aussi que le Makhzen n'est pas une institution déterminée, mais une mentalité qui sévit tout aussi bien au sein du secteur public que privé. Par conséquent, ce livre ne saurait être interdit, ni son auteur emprisonné. Sa Majesté a initié aussi l'action de l'instance équité et réconciliation, qui voudrait tourner la page des années de plomb. Or, cela n'est possible que si les témoignages des exactions ne souffrent d'aucune restriction dans le temps. Si nous voulons vraiment accéder à la dignité, il faudrait à chaque fois provoquer, dorénavant, un tollé civilisé pour tous les dépassements aussi minimes soient-ils. Eh bien oui, il ne faudrait pas attendre à ce que les gens soient massacrés carrément pour dire non. Mais c'est une question, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, Sa Majesté ne serait pas contre. Encore faut-il que nous en exprimions le désir clair, net et sans louvoiement aucun. Je lance un appel à la société civile avec toutes ses composantes pour me soutenir dans mon initiative en vue de rallier à ma cause, que je pense publique, toutes les âmes chastes et pacifistes, mais déterminées et fortes, à l'image d'une monarchie exécutive également déterminée et forte. Bon, j'ouvre ici aussi une petite parenthèse. Alors, ce message que j'avais envoyé, ici même, dans ce livre, Parole de Caïd, n'a pas été vain. Parce que lors de la signature de ce livre, j'ai eu le bonheur de recevoir l'instance nationale de protection des biens publics avec son président, son éminent président, Allah yarhamou, Feu Tariq Sbahi, et tout son staff de militants, d'excellents militants, qui étaient venus pour voir un peu ce livre. Et plus tard, il y a eu beaucoup d'étapes historiques
avec l'instance nationale de protection des biens publics, des actions bénéfiques, je pense, pour la patrie. Enfin, ceci est un autre sujet. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion d'en parler plus tard, mais enfin bref. Je ne vise pas par cette résolution l'obtention d'un privilège. Ni a priori, ni a posteriori, éventuellement, l'histoire en sera témoin. Néanmoins, je voudrais que justice me soit rendue, que mon travail et ma carrière me soient restitués. Ce n'est pas seulement une question de principe, mais je crois d'intérêt général aussi. Bien. Nous avons beaucoup de choses à dire ce soir, donc c'est pas la peine de m'éterniser là-dessus, bien qu'il y ait pas mal de choses à dire quand même. Ceci pour l'introduction du livre Paroles de Caïd. Bon, alors je passe des pages et des pages. N'ayant plus d'autre choix que de publier ce livre, Paroles de Caïd, je sais que je risque encore des représailles de la part du Makhzen, qui cherchera sans doute à accentuer davantage mon sentiment d'isolement social. Mais le Makhzen doit absolument s'habituer à ce que l'on émette des avis librement, à ce qu'on lui dise « non, ça suffit ». Le Makhzen doit absolument comprendre que les sujets du roi n'ont pas besoin de lui comme intermédiaire entre eux-mêmes et l'État. Le Makhzen doit absolument comprendre que les sujets du roi ne sont pas des moutons, mais des êtres humains intelligents, adultes et respectables, capables de défendre leurs intérêts. Le Makhzen doit absolument comprendre que les sujets du roi se sont débarrassés de leur peur et qu'aujourd'hui, ils sont libres. Le Makhzen doit se faire à l'idée que les Marocains sont plus que jamais prêts à tous les sacrifices pour lever toutes les injustices sous l'égide du roi Mohamed VI. C'était en 2005, Paroles de Caïd. Point de vue, le Maroc entre février 2002 et avril 2005. Alors, je ne sais pas si je dois ouvrir une parenthèse pour parler un peu de la liberté d'expression. Je n'ai pas le temps de vous lire tout ce que j'ai mis dans ce livre. Mais je vous fais quand même une confidence. Malgré toutes les précautions que j'ai mis là-dessus, mais avec sincérité, ce n'était pas vraiment des précautions, c'était quand même très sincère. Tout mon entourage me disait qu'avec ce livre, tu finiras en prison et pour très longtemps. C'est la première fois que je le dis, mais tout de même, il faut dire la vérité. Je n'ai pas été mis en prison et mon livre, surtout celui-là, c'était, disons, un petit best-seller au Maroc parce que tous les exemplaires avaient été vendus en moins de 20 jours, je pense, ou même pas. Un mois peut-être bien. J'avais pas les moyens de faire d'autres tirages, mais bon. La question de la liberté d'expression, je pense qu'il est nécessaire que je la traite. Pas à travers mes livres, mais plus tard, la traiter comme ça, franchement et directement sur le vif. Bon. Un de ces quatre, peut-être bien. Quelle serait la façon pour sortir? Nous sommes là, fier d'abord. Partie 1. Un Maroc sclérosé.
Quelle serait la meilleure façon pour sortir du sous-développement? La trouvaille du siècle idéal, paraît-il, serait le modèle de l'État percepteur d'impôts, mais désengagé économiquement. Un État qui n'aurait que des droits et plus aucun devoir, à part sa responsabilité, quant à la sécurité des personnes et des biens, à un certain degré. D'ailleurs, des sociétés offrant des services de sécurité commencent à faire leur apparition. Et comme on ne sait pas jusqu'où cela ira, 3 points de suspension. Mais de façon générale, on reconnaît un pays développé à la qualité des services de l'enseignement, de la justice et de la santé, dont bénéficie sa population. Que l'État assume lui-même ses services ou pas, là n'est pas la question. Bien sûr, c'est à mon humble avis. L'essentiel est que ces services soient généralisés et accessibles à l'ensemble de la population. Au Maroc, la stratégie de développement depuis l'indépendance s'est toujours trouvée handicapée par les soucis particuliers d'un makhzen paranoïaque. De ce fait, l'histoire de l'économie marocaine post-indépendance ne dispose d'aucune expérience politique entamée et menée jusqu'au bout. Le makhzen a toujours été là pour gâcher la fête. On est passé d'une pseudo-nationalisation à une pseudo-privatisation qui a conduit à un pseudo-développement qui ne permet de prodiguer que de pseudo-services au sujet du roi. Aujourd'hui, l'État se retire, certes, mais le makhzen demeure. Si au Maroc, l'économie ne décolle pas, c'est parce qu'il n'arrive pas à se défaire du politique, qui n'est autre que le makhzen. Ça, c'est une grande question. En ce sens que ce dernier ne tolère le progrès que dans la limite de ses intérêts étroits. Il y a pas mal de choses aussi très intéressantes ici, mais bon, vu que je ne pourrais pas télécharger une vidéo très longue, parce que, enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, bon, pour tout vous dire, le téléchargement coûte beaucoup en temps. Il faut 3 heures pour télécharger une vidéo de 10 minutes. Ou alors, il faudrait avoir une carte de 20 dirhams pour la télécharger. Alors, des vidéos successives de 10 minutes chacune, c'est quand même un peu... C'est pas facile tout ça. Chapitre 1. La pauvreté au service du makhzen. Jusqu'en 2003, le salaire mensuel d'un auxiliaire d'autorité au grade de muqaddam rural, qui peut tout aussi bien œuvrer en ville, variait entre 300 dirhams, 300 dirhams, jusqu'en 2003, 300 dirhams. Et 410 dirhams. Ça, c'était le salaire du muqaddam rural. Très peu de personnes le savaient. Aujourd'hui, ces salaires ont été revus à la hausse pour atteindre 600 et 800 dirhams. Bon, 600 et 800 dirhams, je parle 2005. Mais aujourd'hui, les muqaddim, ils touchent beaucoup, beaucoup plus que ça. Et donc, cela, bien sûr, aussi me remplit de joie et de satisfaction, parce que ce livre a permis quand même à ce que l'État soit attentif à la situation des muqaddam, des auxiliaires d'autorité. Et donc aujourd'hui, on a des salaires de 3 000, 4 000 et même plus pour les muqaddam, je pense. En tout cas, ça commence à 3 000 dirhams, en tout cas pour les muqaddam urbains. Que ce soit donc vis-à-vis du muqaddam ou du reste du peuple, et bien sûr, et pour l'histoire, la question des salaires des muqaddam avait été étalée largement dans la presse écrite à l'époque, en 2002-2003, je ne me rappelle plus très bien la date précise.
qui avait repris l'une de mes interventions en face d'un wali, qui était un très bon wali. Franchement, c'était un homme bien. Je lui avais donc dit, à l'occasion d'une réunion que nous avions eue, et tout ce que je vous dis là, ça a été écrit et consigné dans la presse et largement publié. Donc, je ne dis rien de nouveau. Bien. Le livre date de 2005 et qui parle de faits de 2003. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je vous raconte aujourd'hui. Que cela soit bien clair. Alors, cette presse indépendante, voire militante, avait repris ce que j'avais dit à un certain wali. Un wali, je tiens à le préciser, c'était un homme bien. Vraiment. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, mais bon, ce n'est pas important. Je lui avais dit donc, à l'occasion d'une réunion où il était question de serrer la ceinture, c'était donc le titre de la réunion, je lui avais dit, comment est-ce qu'un mot peut-il serrer la ceinture alors qu'il touche 3000 dirhams pour le muqaddam rural, et pour le muqaddam urbain qui touchait au maximum 1200 dirhams et qui louait son appartement à 1500 dirhams, comment peut-il serrer la ceinture? La presse avait donc repris ça. Et je ne sais pas comment. Mais bref, cela avait permis à ce que les salaires des muqaddam soient revus en hausse, petit à petit. Et aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait du résultat. Que ce soit donc vis-à-vis du muqaddam ou du reste du peuple, le jeu du Makhzen consiste à reconnaître un pouvoir à des misérables pour qu'ils en fassent mauvais usage et être constamment à la merci de ce même Makhzen omnipotent et impersonnel qui ne souffre pas que l'un de ses auxiliaires lui dise non. Cette politique, entre guillemets, parce que la politique c'est tout un art. Ici, j'ai mis politique entre guillemets. Cette politique a conduit à une situation de pourrissement généralisé de l'administration qui nuit gravement à l'image du pays, mais qui continue à plaire au Makhzen, car favorisant la misère de laquelle ce dernier se nourrit. Alors, si cela ne suffit pas comme définition du Makhzen, ça suffit, c'est pas notre sujet ça. Le Makhzen c'était ça. Voilà. Je parle toujours au passé. Prenez note. Alors, passons. Avant de finir cette séance, je tiens à vous transmettre une petite conclusion. C'est dans le sous-paragraphe E. Bon, alors je ne vais pas m'amuser à chercher dans quel chapitre. Conclusion. Parce que, comme je vous l'avais dit déjà, chaque paragraphe finit par une petite conclusion. Après, il y a la conclusion de tout le paragraphe. Et puis, il y avait la moyenne conclusion du chapitre, etc., etc., jusqu'à la conclusion définitive.
mais on est loin encore. Mesdames et messieurs, nous en sommes aux toutes dernières réflexions avant l'examen du développement qui nous attend. Nous sommes tous concernés par le développement tant espéré par notre pays, de notre pays. Deux ou pas, bon, bref. Cela fait longtemps que nous écrivons, que nous pensons, que nous énumérons nos tares et celles des autres. Cela fait trop longtemps déjà que nous critiquons, que nous nous exprimons, que nous revendiquons, que nous chroniquons, que nous noircissons les pages des journaux et des livres. Cela fait trop longtemps aussi que nous oublions. Cela fait donc trop longtemps que nous tournons en rond. Et si nous continuons à tourner en rond, c'est bien parce que la critique est devenue une occupation qui rapporte. C'est bien parce que la critique est devenue une occupation qui rapporte. Un créneau pour gagner sa vie ou pour survivre. C'est bien de joindre l'utile à l'agréable. Mais il faudrait bien penser un jour aux moyens d'atteindre l'objectif escompté, le développement du Maroc. Résumons. 1. Pas de développement sans confirmation de notre identité constitutionnelle musulmane. Pas de développement sans confirmation et respect de notre langue constitutionnelle nationale. La langue du Saint-Coran, l'arabe. Pas de développement sans reconnaissance de la culture amazigh. Pas de développement sans ouverture sur les langues étrangères. Voilà. Ici, nous sommes c'est donc en page 344, le 11/11/2009 à 13h43. Alors vous noterez qu'après cela, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de choses, mais toutes ces suites avaient confirmé mes dires. D'ailleurs, il y a eu la nouvelle constitution et n'est pas sortie de ce premier point. Confirmation de la langue nationale, la langue etc. Reconnaissance de la culture amazigh, et même il y a eu reconnaissance de la langue amazigh, parce qu'avant il était question de dialecte, etc. Mais maintenant c'est la langue amazigh qui est reconnue dans la Constitution. Pas de développement sans ouverture sur les langues étrangères. Bien. 2. Pas de développement sans lutte consciencieuse et sincère contre la corruption. A. Pas de développement sans assainissement de l'administration. Pas de développement sans honnêteté encouragée par les uns et imposée aux autres. 3. Pas de développement sans volonté politique générale. Pas de développement sans altruisme politique. Pas de développement sans maturité politique. Pas de développement sans consensus politique établi ou imposé dans l'ordre juste et impartial des choses. Pas de développement sans risque de ne pas plaire à tout le monde. Pas de développement sans risque de ne pas plaire à tout le monde. Pas de développement sans initiative engagée, ferme et juste. 4. Pas de développement sans télévision nationale justement engagée. Pas de développement sans éducation engagée. Pas de développement sans patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas vieux jeu. Le patriotisme, c'est important. Bon, alors, et puis autre chose que je voulais vous dire tout à l'heure, lorsque je parlais de mon livre Paroles de Qaïd, lorsque l'instance nationale de protection des biens publics avait été présente lors de ma signature de mon livre Paroles de Qaïd, c'est toute une histoire qui avait commencé, et
bien après, c'est-à-dire en 2011, et au moment où il y avait le printemps arabe, c'est-à-dire en plein révolution de Yasmine, la télévision, deux M, avait couvert la signature